Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'identification des cycles de vie d'un projet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les cycles de vie les plus utilisés, à savoir cycle de vie en V, cycle de vie en cascade, cycle de vie itératif et incrémental, cycle de vie en spirale, cycle de vie RAD et les méthodes agiles. Alors, commençons par la définition ou bien de poser la question qu'est-ce qu'un cycle de vie d'un projet? Alors, un projet est une succession de phases permettant l'atteinte d'un objectif fixé. Ce découpage d'un projet en phases a pour trois objectifs. Donc, 1. Maîtriser les risques. 2. Maîtriser au mieux les délais et les coûts. Obtenir une qualité conforme aux exigences. Alors, commençons par le premier objectif, donc maîtriser les risques. Donc ici, il faut noter que le risque fait partie intégrante de la gestion de projet. Il convient donc de bien maîtriser les menaces potentielles pour atteindre les objectifs fixés. Donc voici des exemples de risques. Donc un objectif irréaliste, un manque de budget, non-respect du contrat, délai trop court, donc complexité du projet, manque de moyens, etc. Alors pour l'objectif 2 du découpage d'un projet qui est maîtriser au mieux les délais et les coûts, donc les notions de coûts et de délais sont très importantes en gestion de projet. Donc d'un côté, la maîtrise du budget et du planning joue un rôle dans la réussite du projet et d'un autre côté, une gestion de projet bien menée permet d'optimiser les délais de conception et de production tout en limitant les coûts. Alors pour l'objectif 3 qui est obtenir une qualité conforme aux exigences, donc la qualité occupe une place primordiale au sein de la gestion de projet. Donc un projet n'est pas une simple course aux objectifs, mais c'est une donc, manière responsable d'améliorer les performances de l'entreprise et la satisfaction bien sûr du client sur le long terme. Donc ainsi, un chef de projet doit construire une démarche globale de gestion de projet. Cette démarche, ce qu'on appelle bien sûr cycle de vie. Alors, essayons maintenant de donner une définition de ce que c'est un cycle de vie. Donc, le cycle de vie du projet, c'est-à-dire il facilite donc la préparation initiale du projet en définissant la logique de son déroulement. Donc ça c'est un. Deux, le cycle de vie matérialise l'élaboration progressive du produit ou du service au cours du déroulement du projet. Donc il structure les grands moments de rencontre entre le maître d'ouvrage, appelé aussi le commanditaire, et le maître d'œuvre ou l'équipe de réalisation du projet. Alors, pour rappel, le maître d'ouvrage ou le maître de l'ouvrage, aussi appelé aussi maîtrise d'ouvrage, en abréviation, donc on dit MOA. Donc, est celui qui délivre le projet, alors que le maître d'œuvre ou maîtrise d'œuvre, en abréviation MOE, est celui qui est responsable de la réalisation du projet. Lui qui est responsable de la réalisation du projet. Alors, passons maintenant pour identifier les cycles de vie d'une application informatique. Donc, le cycle de vie d'une application informatique contient au minimum, on peut dire, les phases suivantes. Donc, il y a la définition des objectifs, analyse des besoins et faisabilité, et la conception générale, la conception détaillée, le développement, il y a aussi la phase test, la phase documentation, accompagnement, il y a la phase mise en production et à la fin, il y a l'assistance et maintenance. Alors, quels sont les principaux cycles de vie? Alors, question, est-ce qu'il y a une seule démarche à suivre par l'équipe du projet? D'une autre façon, est-ce qu'il y a une façon unique de découpage d'un projet? Aussi peut-on dire qu'on a un seul cycle de vie adapté
pour tout type de projet? Donc la réponse est non. Le nombre d'étapes et leur contenu dépend des accords définis entre donc le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, donc afin d'adopter une méthodologie commune. Donc c'est important d'établir un accord entre les deux parties. Donc si un seul cycle de vie avait répondu à toutes les situations, donc nous pouvons dire qu'il existerait un modèle parfait. Cependant, ce modèle parfait n'existe pas. Donc en pratique, chaque maîtrise d'œuvre utilise un modèle de cycle de vie adapté au contexte de son projet. Donc, il y a plusieurs démarches ou cycles de vie à suivre pour gérer un projet. Donc, chaque démarche s'adapte en fonction des caractéristiques de l'entreprise et du projet. Donc, voici les principaux cycles de vie. Donc, il y a le modèle en cascade, aussi appelé waterfall. Il y a le modèle en V, le modèle itératif et incrémental. Il y a le modèle en spirale, le modèle RAD et les méthodes agiles. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'au démarrage d'un projet, il faut identifier le cycle de vie. En fait, c'est une activité clé. Alors, le choix du cycle de vie conditionne l'organisation du projet, la nature des ressources nécessaires pour réaliser le projet, ainsi que le délai au bout duquel le projet est attendu. Alors, commençons par la définition du premier cycle. C'est le cycle en cascade ou waterfall. Alors, le modèle en cascade, donc on peut dire cycle de vie en cascade, on peut dire modèle en cascade. Donc, c'est le modèle utilisé pour conduire un projet. Donc, les phases du modèle en cascade se présentent, donc, comme vous le voyez dans la figure suivante. Donc, il y a donc expression des besoins, spécification, conception, développement, test et maintenance. Alors, le découpage se présente donc comme une succession de phases. Donc, comme vous le remarquez, chacune donne lieu à une validation officielle. C'est-à-dire, on ne passe à la phase suivante que si le résultat du contrôle est satisfaisant. Donc sinon, on modifie le livrable pour qu'il devienne acceptable. Il n'y a pas de retour possible sur les options validées à l'issue des phases antérieures. Donc on peut dire ici que le modèle en cascade exclut les allées et venues entre cahier de charge et la conception du système d'information, ce qui peut être, on peut dire ça, un inconvénient majeur pour certains projets. Donc l'inconvénient majeur de ce modèle donc en cascade, c'est qu'il postule donc la possibilité pour le client d'établir une description complète de ce qu'il attend. Or, l'élaboration des spécifications, c'est-à-dire la détermination des besoins et des solutions adéquates, donc, est un problème majeur. Donc, il y a souvent une construction progressive, voilà, qui s'appuie sur des allers-retours entre une solution de gestion et des possibilités techniques. Donc ça, en ce qui concerne le cycle de vie en cascade. Donc maintenant, nous allons passer au cycle de vie en V. Alors, voilà le principe du modèle en V est que chaque étape de conception est validée par une phase de validation. Donc ici, dans l'étape A qui s'intitule avant-projet, aussi appelé cadrage, cette étape sert à cadrer le projet. Donc, dans cette étape, on doit définir clairement les objectifs, les indicateurs de réussite, le mode de communication, la gestion des risques, la gestion de qualité, etc. Donc, à l'issue de cette étape de cadrage, donc on doit aboutir à un bon cahier de charge qui reprend ce qui a été défini dans la phase de cadrage. Spécification fonctionnelle.
donc, consiste à identifier ce qu'on veut réaliser. Donc, dans cette étape, on doit décrire les fonctions que doit réaliser le système futur. Les objectifs de cette étape sont d'élaborer et de formaliser des solutions du fonctionnement futur du système d'information. Donc ainsi aussi, dans cette étape, il faut décrire voilà les tests nécessaires pour vérifier et valider les spécifications fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il faut spécifier et préciser comment faire pour vérifier ce qui a été défini dans cette étape qui est l'étape de spécification. L'étape de conception, cette étape peut être découpée en deux étapes si vous voulez. Donc conception générale et conception globale, ou bien conception générale et conception détaillée. Conception générale et conception détaillée. Donc dans cette étape de conception qui a pour objectif, alors on peut dire la description de tous les processus composant le fonctionnement du futur système d'information, la définition exhaustive des informations utilisées et mémorisées. Donc la spécification complète des tâches à effectuer, en particulier pour celles à informatiser, la description des procédures exceptionnelles, les phases transitoires et les fonctionnements dégradés. Donc le concepteur ici doit élaborer les maquettes des différentes interfaces machine conformes aux attentes et aux besoins bien sûr des utilisateurs. Aussi dans cette étape, il faut toujours définir les tests pour vérifier et valider ce qui a été défini dans l'étape de conception. Donc l'étape de développement ou si vous voulez le codage, dans cette étape là il faut développer l'application en se basant sur notre application. Donc alors l'étape suivante donc qui vient après le développement et les tests unitaires. Donc il s'agit de faire les tests et ces tests ont été déjà définis donc avant au préalable lors de l'élaboration de la conception détaillée. Donc l'étape suivante est les tests aussi d'intégration. Alors il s'agit de faire les tests aussi définis dans la conception générale. Donc les tests de performance sont des tests qui ont déjà été définis dans la partie spécification fonctionnelle et à la fin il faut faire un bilan de projet, donc c'est-à-dire de définir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc dans cette étape nous allons utiliser ce qui a été défini dans l'étape avant projet. Donc c'est ça ce qu'on appelle le modèle en V et vous constatez c'est qu'il y a une correspondance entre les étapes de la partie ou bien du volet à gauche avec le volet à droite. Donc pour résumer, ce modèle est une amélioration du modèle en cascade. Dans le modèle en V, on va donc s'attacher dans chacune des phases de la première branche en V, donc à expliciter les critères d'appréciation et d'acceptation de système donc aux étapes correspondantes de la deuxième branche du V. Donc, comme vous l'avez constaté, le modèle en V met l'accent sur les tests. Donc, un plan de test est préparé avant l'implémentation pour chaque niveau de spécification. Les tests sont faits à chaque niveau conformément au plan. Donc, comme c'est le cas du modèle en cascade, le modèle en V aussi, il exclut les allées et venues entre cahier de charge et la conception. Passons maintenant à un autre cycle de vie qui est le cycle de vie itératif et incrémental. Alors, l'objectif du cycle itératif et incrémental et de construire progressivement, donc il faut mettre l'accent sur ce terme, progressivement, donc de construire progressivement le système souhaité. Donc le cycle itératif et incrémental repose sur l'idée que les besoins ne peuvent pas s'exprimer correctement au démarrage du projet. Donc les besoins sont mieux identifiés donc après une expérimentation. Alors, c'est-à-dire à chaque livrable d'un prototype, appelé aussi incrément du prototype, donc répondant aux besoins et aux exigences du client.
Donc, en fait, le cycle itératif et incrémental, il y a les étapes du cycle donc en V ou en cascade qui sont répétées plusieurs fois, donc jusqu'à l'obtention du produit correspondant à ce que exige le client. Donc, à chaque répétition ou itération, il y a une réalisation d'un prototype qui corrige ou complète son précédent. En effet, l'utilisation d'un prototype constitue une base de travail concrète et mesurable dans le cycle itératif et incrémental. Dans le cas d'un développement d'une application informatique, cette dernière est donc livrée en plusieurs fois avec des fonctionnalités qui sont de plus en plus complétées à chaque livraison. Donc les livraisons incrémentales sont de qualité, testées, livrables aux clients. Dans les modèles en V ou en cascade, les exigences doivent être complètement disponibles et raffinées très tôt dans les processus. C'est-à-dire les besoins doivent être identifiés au lancement du projet, voilà, dans le cas du cycle de vie en V ou en cascade. Euh, de plus, tout changement est délicat puisqu'il nécessite un nouveau cycle ou l'arrêt du cycle au cours pour le recommencer. Donc il est évident que ces cycles simples, dans le cas du cycle itératif et incrémental, ne sont pas très adaptés à des logiciels gros et complexes car dans ce genre de projet, il y a de fortes chances que les exigences changent plus ou moins fréquemment. Alors, passons maintenant au cycle de vie en spirale. Donc, le cycle de vie en spirale repose sur le même principe que le cycle de vie itératif et incrémental, c'est-à-dire qu'il permet plusieurs fois la livraison d'une version jusqu'à la réalisation d'une version finale. Donc, en plus, ce cycle de vie en spirale permet une forte présence, voilà, des engagements et des validations entre le client et le fournisseur. Donc, comme vous le savez, une spirale est composée de plusieurs enroulements ou spires. Donc, dans notre cycle de vie en spirale, chaque enroulement ou spire est appelé un cycle. Ainsi, le cycle de vie en spirale est constitué en plusieurs cycles. À la fin de chaque cycle, il y a une version du système à réaliser. Donc, chaque cycle du modèle en spirale passe par 4 périodes. Donc, A, la détermination des objectifs. Donc, 2, l'identification et la réduction des risques. 3, le développement et les tests. Et 4, la planification et l'itération pour l'itération suivante ou bien la planification pour le cycle suivant. Alors, durant ces 4 phases, donc chaque cycle du modèle en spirale est découpé en 6 phases. Donc, on trouve l'analyse du risque, la conception, le développement, la validation des besoins et la planification du cycle de vie suivant. Donc, d'après ce schéma, nous constatons que l'évaluation répétée des besoins, des risques et des développements, donc il y a une répétition des besoins, des risques et des développements, donc permet de contrôler régulièrement si les délais et budgets seront respectés, contrairement aux démarches séquentielles où ils ne peuvent pas être vérifiés dans quelle approche de la date de livraison. Donc de plus, le client du projet est plus impliqué, ça c'est important dans la vie du projet, que dans les modèles séquentiels comme les modèles en V et les modèles en cascade. Donc, c'est-à-dire où l'action dans ces modèles que je viens de citer est limitée à la phase de rédaction du cahier de charge et à la validation du produit final. Donc, la démarche en spirale permet des interactions plus fréquentes entre les différentes équipes engagées dans un projet, donc par rapport au modèle séquentiel. Passons maintenant au modèle en RAD. Donc,
Alors, le cycle de vie RAD, rapide, donc application développement ou développement rapide donc d'application. Alors, conjugue modèle en cascade structuré en 5 phases et modèle itératif donc pour la phase de construction de logiciel. Donc le but de ce cycle de vie RAD est de livrer rapidement un minimum de fonctions viables pour assurer un retour sur investissement rapide et éviter donc l'effet tunnel. Donc, un cycle de vie RAD se base sur les principaux éléments suivants. Donc, utilisation de prototypes, ça c'est très important. Une démarche participative de tous les intervenants du projet. Donc, intégration des outils dans la démarche et aussi la priorisation des délais. Donc, une limite de temps est fixée pour chaque résultat souhaité. Donc ce qu'il faut retenir dans le modèle en RAD, c'est qu'il est un cycle de développement accéléré, il permet des validations fréquentes et une approche par composant. Alors passons maintenant aux méthodes agiles. Donc l'émergence du RAD a marqué le début d'un renouveau méthodologique bousculant les modes de gestion classiques du cycle de vie logiciel en cascade et en V. Donc les méthodes agiles ont apparu donc les années 2000. Donc ils ont vu naissance grâce à la méthode RAD dans laquelle elles trouvent leurs racines. Donc toutes les méthodes agiles prennent en compte dans leur modèle de cycle de vie 3 exigences. Donc il y a une forte participation entre le développeur et les utilisateurs, des livraisons fréquentes de logiciels et une prise en compte possible de changements dans les besoins des utilisateurs au cours du projet. Et ça, c'est le cas fréquent. Donc, c'est pourquoi toutes font appel d'une façon ou d'une autre à un modèle itératif et incrémental. De plus, les méthodes agiles préconisent en général des durées de cycle de vie des projets qui déprouvent le modèle Scrum, donc IXP et DSDM, etc. Il y a d'autres méthodes agiles. Donc, un cours sera dédié à Scrum et aux méthodes d'agile et qui sera mis en ligne prochainement. Donc, je ne vais pas détailler ainsi donc les méthodes agiles dans cette partie-là. Donc, alors, les valeurs composant les méthodes agiles sont les suivantes. Donc, 1, priorité aux personnes et aux interactions sur les process et les outils. Donc, application fonctionnelle plutôt que documentation exhaustive. Donc, priorité à la collaboration avec les utilisateurs plutôt qu'aux négociations contractuelles. Et acceptation des changements plutôt que planning détaillé. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo donc consacrée au cycle de vie. Donc merci de l'avoir regardé et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.